Bonjour, nous sommes toujours le 27 août 2018, donc la partie 3 de la présentation que je voulais vous faire sur le nouvel ordre mondial. Et la partie 2, la partie précédente, je reprends un peu mes notes. Nous avons vu ce qu'il traite de la population, le plan en fin de compte du nouvel ordre mondial qui concerne la population. Nous avons vu cette histoire de monuments érigés aux États-Unis qui nous donne 10 règles à suivre pour un avenir harmonieux sur Terre, dont réduire la population à 500 millions, dont une langue internationale, une cour pénale internationale, etc., etc., etc. Nous avons aussi surtout parlé d'un phénomène très important et j'ai essayé de faire la comparaison entre le fascisme, le nazisme allemand et la situation actuelle. Euh, Comparaison par laquelle la situation en France aujourd'hui serait en grande partie, enfin bon bref, je vous laisserai apprécier, mais en bonne partie je dirais quand même, comparable à ce qu'on a connu en France dans les années 30. Il faut aussi se rappeler que, et bien avoir conscience du fait que toute dictature a besoin de l'adhésion populaire. Cette adhésion peut être volontaire ou forcée. Cette adhésion est volontaire, plus ou moins active. Il y en a qui participent très volontiers, euh, efficacement, avec beaucoup de zèle au système, tout en après prétendant qu'ils n'étaient pas au courant, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas compris. Ouais, je sais, bon, il y a des cheminées qui fumaient, mais on ne savait pas ce qui brûlait. Enfin bon, bref. Euh, mais surtout, la masse de la population participe de façon passive, et cela par le moyen de la propagande. La propagande, quelque chose qui a été mis au point, raffiné par les nazis, dont les Américains, et d'ailleurs tout le monde, hein, pas que les Américains, mais tout le monde s'est empressé de mettre la main dessus et de copier leur système, à tel point ils étaient admiratifs du système nazi et de la façon qu'ils avaient réussi à manipuler leur population. Et donc on voit que la propagande est un élément extrêmement important. La propagande touche beaucoup de secteurs. Et bien sûr, à l'heure actuelle, la propagande, ça toucherait évidemment tout ce qui est presse, journaux télévisés, émissions culturelles. On avait dit dans les premières émissions qu'il y avait une porosité énorme entre le monde médiatique et le monde politique. Les présentateurs de télévision, de programmes, d'émissions dites de divertissement se permettent des commentaires politiques sur un président d'un pays ou un autre et n'hésitent pas à vraiment faire part de leur opinion politique. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Les artistes, tout ce monde bien pensant n'hésite pas à se faire les porte-parole de cette propagande d'État et donc à l'instauration de cette pensée unique hein, qui fait que si on pense différemment, on est montré du doigt et on est accusé d'être, je sais pas quoi, raciste, fasciste ou je ne sais trop quoi. Donc tout ça, on a déjà plus ou moins couvert le sujet. Euh, et donc il est vrai que la population allemande, en grande majorité, a fait, volontairement ou pas, que le système nazi perdure, existe. Que ce qui a été fait, a été fait. Ce système, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne s'est pas arrêté en 1945. Et j'ai pris l'exemple d'Albert Einstein, qui est un dignitaire, on peut dire, nazi, qui était à l'origine d'un plan pour une nouvelle Europe et qui a présenté à Hitler, qui a été recyclé par la CIA et qui s'est retrouvé dans la diplomatie d'Allemagne de l'Ouest et qui s'est retrouvé co-signature du traité de Rome
donc les fondements de l'Union européenne. Donc de là, de 1 plus 1, quand même, ça fait toujours plus ou moins 2 pour moi, je me dis que qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi était-il co-signataire du traité de Rome? Et donc on a le droit de se demander dans quelle mesure le traité de Rome et dans quelle mesure le projet européen n'est pas un copier-coller du projet que lui-même avait présenté à Hitler. Je vous laisse apprécier, je vous laisse faire votre propre jugement. Moi j'ai mon idée, hein. Enfin, bref. Donc, et on a vu à quel point la CIA, enfin on n'a pas vu, mais je parle maintenant, a été instrumentale dans la construction européenne. Alors vous trouverez aussi sur Internet comment dire, des vidéos qui vous montreront comme quoi les pères fondateurs entre guillemets de l'Union européenne, côté français notamment, étaient des agents de la CIA et que le projet européen n'est ni plus ni moins qu'un projet américain. Et d'ailleurs, il est clair que pendant la guerre, ou du moins après la guerre, s'il n'y avait pas eu de Gaulle s'est fortement opposé dès les années 40-41 aux Américains. Les Américains le détestaient parce que De Gaulle avait compris que les Américains voulaient ni plus ni moins annexer la France, qu'il était hors de question pour les Américains de mettre en place un gouvernement français indépendant, mais une espèce de tutelle américaine sur la France. Et De Gaulle s'est forcément beaucoup opposé à ça, et c'est grâce à son énergie qui a fait que nous n'avons pas eu ce système-là. Néanmoins, ils se sont bien rattrapés plus tard avec le projet européen. Bref, on a un peu couvert ça. L'épisode précédent. La question qu'il faut se poser maintenant aujourd'hui, si on regarde donc l'Allemagne nazie, si on regarde à quel point toute la société a trempé dans le système, on a parlé de tout le monde, on a parlé des avocats, des médecins, des juges, des policiers, des architectes même, bizarrement. Comme quoi rien n'est neutre. Hein. Des artistes, des cinéastes, enfin bref, on peut les sportifs, hein, on peut prendre chaque aspect de la vie sociale et on remarquera que les nazis, de l'éducation évidemment, forcément, hein, que les nazis étaient dedans. Et à quel point ils ont vraiment pénétré, la doctrine nazie a pénétré la culture allemande. Avec le résultat que l'on connaît. Hein. La question qu'on a le droit de se poser, c'est que est-ce que ce phénomène est encore possible? Et est-ce qu'il est encore possible en France? Alors je ne sais pas si ça me vient maintenant à l'esprit, je ne sais pas si vous avez connaissez un film qui s'appelle The Wave. The Wave, c'est un film allemand qui n'est pas vraiment connu en France. C'est l'histoire d'un professeur dans les années peut-être 80, 90, donc il n'y a pas longtemps. Bon, c'est un film. Hein, qui propose à ses élèves comme expérimentation sociale en quelque sorte, hein, comme travaux pratiques à l'école, les élèves de secondaire, de créer un mouvement politique. Ça s'appelle The Wave, parce que leur symbole c'est une vague. Hein, The Wave ça veut dire vague en anglais. Et on voit à quel point dans le film, je ne vais pas décrire tout le film, mais on voit à quel point dans le film ce projet lui échappe complètement, et à quel point les élèves s'investissent tellement dans ce qui est au départ une farce et un exercice purement intellectuel, et que ça déborde complètement. Ils s'impliquent complètement dans ce système-là, jusqu'au point d'y croire à fond et de pratiquement créer un vrai mouvement politique. Bon, si vous le trouvez, ce serait intéressant, je pense, c'est très divertissant en même temps, c'est intéressant à voir. Donc la question est de savoir à quel point une dictature est possible en France aujourd'hui, au XXIe siècle, donc je disais donc 2018. Y a-t-il des points communs entre la façon dont le nazisme s'y est pris en Allemagne avec la façon dont les choses se font aujourd'hui en France et en Europe?
Je pense que, enfin, du moins, j'aimerais vous proposer que la réponse est oui. Pourquoi? Parce que nous assistons au même phénomène d'une pensée unique qui est pour le moment seulement appliquée par une espèce de consensus national où les choses sont acceptées parce que bon, ok, voilà, de toute façon on fait grève, on manifeste, mais ça sert à rien. On a bien vu avec la SNCF, hein, ils font grève à SNCF, bon, ils embêtent tout le monde là pendant les vacances. Ça des courses, j'en sais rien, on ne sait pas où en est le projet, je ne sais pas si vraiment ça servit à grand chose. Et puis eux-mêmes vont vite se rendre compte que de toute façon les dés sont jetés. Donc est-ce que c'est possible que ça se répète en France? Jusqu'à quel point c'est possible? Nous avons déjà mentionné précédemment des affaires comme la vaccination obligatoire qui passe à 11 vaccins. Maintenant, nous pouvons aborder ce qui est nouveau, qui n'est pas dans mes notes parce que mes notes sont un peu plus vieilles que ça, la loi Chiappa. On voit qu'effectivement, on commence à voir de plus en plus clairement qu'il y a des choses qui se passent dans ce pays qui ne sont pas démocratiques, qui nous sont imposées, parce que quand on parle, bon je parle de Chiappa, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre, hein, la loi porte son nom, mais je serais très surprise qu'elle ait écrit même une ligne de cette loi-là. Je pense que ça lui a été donné plus ou moins par des groupes de pression, bon, des lobbies, hein, en quelque sorte, qui ont des intérêts dans cette affaire-là. Bon. Mais ce n'est pas elle qui est à l'origine de ça. Ce gouvernement n'est pas à l'origine de tout ce que l'on voit. Hein. Le premier instigateur, c'est la Commission européenne. Après, on a l'OMS, après, on a les Nations Unies, ou après ou à côté, peu importe. Donc, il est certain que tous ces gens-là veulent nous amener dans une direction, et c'est le sujet de cette vidéo, donc on parle du nouvel ordre mondial. Tous ces événements-là sont faits pour nous amener vers un nouvel ordre mondial qui n'est ni plus ni moins en finalité qu'une dictature globale. Il faut bien que les gens comprennent ça. Il faut bien que les gens comprennent que, encore une fois, je le répète, mais c'est important de le répéter, ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, que tous ces événements ne sont pas isolés. Tout ce qui va arriver sur les prestations sociales, les retraites, ceci et cela, ce ne sont pas des éléments isolés. Tout ça fait partie d'un plan d'action, hein, un plan cohérent pour mettre en place ce gouvernement mondial et pour répondre aux exigences de ce gouvernement mondial. Je crois qu'à ce moment-là, il faut qu'on se pose des questions, qu'on se pose des bonnes questions. Et tout comme dans la société allemande, tout le monde a participé à son échelle, à sa mesure, au système nazi, je pense qu'il faut que les Français comprennent qu'on va leur demander, et qu'on leur demande déjà, pour certains, de participer à cette nouvelle dictature à leur niveau. Alors c'est des graves d'accusations peut-être que je fais, ou une affirmation plutôt forte que je fais là, mais je pense qu'il faut bien réfléchir à ça. Que vous soyez fonctionnaire. Alors il y a des vidéos qui circulent en ce moment hein, sur internet à ce sujet-là. J'oublie le nom de la personne qui les a faites, qui interpellent les Français, mais qui interpellent les gens qui sont les garants du système. Je parle essentiellement des policiers, des gendarmes, des militaires.
des avocats, des juges, bien sûr les députés, les sénateurs, évidemment, en premier, peut-être, mais aussi en descendant, en quelque sorte, dans l'échelle de l'importance ou du niveau de l'importance sociale, entre guillemets, il y a bien sûr les médecins. On a parlé de la vaccination. Pourquoi il n'y a pas eu de la part des médecins de protestation envers cette loi qui impose maintenant 11 vaccinations aux bébés? Les enseignants, ouais, je sais pas. J'attends de voir à la rentrée avec impatience ce qui va se passer. Comment les instituteurs vont réagir au fait qu'il faut qu'ils maintenant, dès la moyenne section, commencent à parler à leurs élèves d'érection et d'éjaculation. C'est intéressant. Vous qui êtes professeur ou instituteur qui m'écoutez ce matin, comment réagissez-vous à ça? Donc cette vidéo qui circule interpelle, et je voudrais ajouter ma voix en quelque sorte à cette vidéo, en quelque sorte, hein, interpelle principalement nos gendarmes, nos policiers et nos militaires. Je ferai peut-être plus tard, un peu plus tard, une vidéo sur la possibilité ou pas en France d'un coup d'État militaire ou d'une révolution. C'est un sujet très intéressant qui se pose, je pense. On est arrivé à un point où la question se pose. Et y a-t-il aujourd'hui en France un risque de guerre civile ou un risque de coup d'État militaire? Et où, peu importe. C'est des questions qui vraiment se posent aujourd'hui. Je pense que ça ne se posait pas il y a encore 3 ans, 4 ans. Bon, c'est déjà apparu un petit peu sous Hollande. On a eu quelques petites rumeurs qu'il y avait certains généraux, ceci, cela. Bon, bref, c'est pas aller plus loin que ça. Mais je pense que ce qui était peut-être pas forcément une blague, mais qui était peut-être bon, plus ou moins farfelu, peut-être il y a encore 3 ans, je pense que malheureusement la question se pose de plus en plus. Et je voudrais peut-être dire quelques mots à ce sujet, en démontrant le différents pièges qui peuvent être associés à la séduction, on va dire, que serait un coup d'État militaire en France. Néanmoins, je voudrais quand même m'adresser à nos fonctionnaires de police, gendarmerie et nos militaires, au corps enseignant, aux médecins, de ne pas prendre à la légère ce qui se passe et de bien réfléchir que peut-être que malgré que ce gouvernement soit entre guillemets légitime, peut-être qu'il ne concourt pas au bien public ou au bien de la nation. Encore une fois, la similitude est à faire entre la France des années 40 et aujourd'hui. 1940, la défaite, un général qui était secrétaire d'État à la Défense, je crois, se retrouve à Londres à ce moment-là, fait un appel à la radio, demande à tous les Français, mais surtout aux militaires, de le rejoindre. Qui est-il? En face, on a un maréchal de France, héros de Verdun. Moi, je suis simple policier, simple gendarme, je fais quoi? La plupart se sont ralliés au gouvernement légitime. C'est Pétain. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas photo. Très peu ont eu cette volonté ou cette détermination ou cette vision peut-être de faire autrement. Et pas forcément pour les raisons politiques. Certains pour les raisons politiques, oui, à partir de 41, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour d'autres, non. Pour des raisons purement de conviction personnelle.
Et je pense que la question se pose déjà, et va se poser de plus en plus. Moi qui suis en position d'autorité, qui suis gendarme, policier, militaire, qui suis supposé en quelque sorte être le garant de la Constitution, qui fait quand même que l'État français existe. Jusqu'à présent, cette Constitution est supposée garantir l'existence de l'État. L'État qui, comme on l'a exposé un petit peu dans le premier épisode, commence à s'effriter. Est-ce qu'on peut encore parler d'État français? Il n'y a plus de frontières, il n'y a pas de monnaie. Bref, est-ce qu'on est encore dans une structure où la Constitution est garantie? Quoi qu'on en pense. Je pense que la question se pose réellement et c'est à chacun d'y répondre. Donc tout ça pour dire que la situation est très semblable à celle du gouvernement des années 40, de la France des années 40, où on a un État, entre guillemets, légitime, et c'est celui avec lequel les Américains ont voulu traiter, entre parenthèses, hein. Je vous rappellerai pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, que les Américains étaient très très disposés à traiter avec Pétain et que pour eux c'était le gouvernement de la France, c'était Pétain. Point barre. De Gaulle c'était un renégat, arrogant, tout ce qu'on voulait, mais c'était pas la France. Il y avait maintenant Pétain. Les Américains l'ont fait jusqu'à ce qu'ils ne pouvaient plus le faire. Ils ont été obligés d'accepter De Gaulle. Hein. Encore une fois, De Gaulle, bon, c'est pas pour faire son apologie, hein, ou l'élever sur un. Mais bon, bref. Et à côté de ça, on avait un gouvernement rebelle. Où des Français, des militaires, des policiers, des intellectuels ont choisi différemment et n'ont pas hésité à se mettre en marge de la société et du système qui leur a été imposé parce qu'ils le refusaient, sa légitimité. Donc je pense vraiment que la question se pose. Bon, c'est la fin de cette première série. Je vous laisse là-dessus. Donc là, nous avons couvert les trois premiers épisodes qui nous parlent donc du nouvel ordre mondial de façon un peu générale. Et je vais entamer dans quelques jours, peut-être quelques semaines, je verrai, une deuxième partie qui aborde un côté plus spirituel des choses et qui vous montre surtout comment, comme je disais en introduction de la première partie, la Bible nous présente une perspective très intéressante, vraiment qu'on puisse dire, quand on parle des événements courants, quand on parle de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et qui nous présente quelle est la perspective de Dieu par rapport à l'homme et à son avenir. Voilà, sur cette terre, entre autres. Donc je vous remercie et encore une fois, n'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à bientôt. Au revoir.